Fans d'avis golf, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backspin. Un épisode en deux volets qui va traiter premièrement de la Ryder Cup 2025 qui se déroulera aux États-Unis à Bethpage et pour laquelle nous avons des informations qui sont plus qu'inquiétantes. Et ensuite, la création d'un nouveau type de tournoi qui est proposé aux États-Unis et qui remet en cause l'existence même du statut amateur. Que se passe-t-il dans la tête des dirigeants de la PGA of America qui est en charge de l'organisation de la Ryder Cup 2025 à Bethpage, puisque cette dernière a décidé d'avoir une politique tarifaire qui va rendre le tarif des places pour assister à cette Ryder Cup complètement prohibitif, ce qui risque notamment de déboucher sur une compétition qui ne sera pas un succès commercial. Les places vendues au public pour les 3 jours du tournoi, qui donc se déroulera le vendredi, le samedi et le dimanche, hors les tours de préparation bien sûr, est vendu donc à 750 $, c'est-à-dire exactement 4 fois plus cher que les places ne l'étaient pour la version précédente, l'édition précédente, qui s'est donc déroulée au Marco Simone l'an dernier. On ne comprend pas véritablement l'explication d'une telle augmentation de tarifs et les organisateurs et les directeurs de l'organisation nous disent qu'ils n'ont fait qu'aligner la Ryder Cup, qui on le sait est un des trois événements sportifs les plus vus au monde chaque année. Eh bien il a aligné ça avec ce que coûte un autre événement du même acabit, ou en tout cas du même gabarit, qui pourrait être par exemple un match de Super Bowl, ou bien un match de finale de NBA, ou autre. C'est-à-dire que la PGA of America a complètement décorrélé le tarif de la prestation de son coût. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de savoir si les spectateurs doivent permettre par la vente des billets de faire que l'organisateur ne perde pas d'argent. Non, il a estimé que ça valait tant, et puis donc ça va créer une manne financière bien sûr pour la PGA of America, qui va bien sûr profiter d'une somme colossale à l'arrivée. Très dérangeant également le fait que pour cette Ryder Cup 2025 de Bethpage, tous les bénévoles qui vont être en charge je dirais de l'organisation au quotidien du parcours, qui vont être sur le terrain, qui vont s'occuper des départs, qui vont être là pour vérifier le bon déroulement du jeu. Eh bien, tous ces joueurs, en fait, ne sont pas des bénévoles à proprement parler, puisqu'ils ne reçoivent soit pas de rémunération, mais ils doivent en payer une. Alors ça a toujours été le cas en fait, c'est assez peu connu, mais les bénévoles donc ont eu en tout cas jusqu'à l'avant-dernière Ryder Cup qui se passait aux États-Unis, ont eu 175 $ qui leur ont été demandés parce que cela couvrait les frais notamment d'habillement, puisqu'ils portent des uniformes et que cet habillement coûte, et donc il fallait qu'ils paient 175 $. Le problème, c'est que pour l'édition 2025 à Bethpage, le montant n'est plus de 175 $, mais de 350. Donc là, il ne s'agit pas non plus, en fait, de simplement compenser le coût de revient des quelques tenues et puis entre guillemets, des petits gifts siglés à l'occasion qu'ils vont recevoir. Cette double attitude d'augmentation des prix, aussi bien envers le public qu'envers les bénévoles, nous amène à nous poser quelques questions. Alors, la première de ces questions, et c'est la question fondamentale, c'est comment va-t-on justifier que l'organisateur du tournoi fasse autant de bénéfices, alors que les joueurs qui participent à ce tournoi ne sont pas payés en bout de course? Il y a là une inéquation qui ne fonctionne pas. On ne peut pas d'un côté dire l'organisation du tournoi ramène tant de millions de dollars et par contre nous ne donnons pas un centime aux joueurs. Or, la qualité première de la Ryder Cup, c'est justement le fait que les pros jouent pour la gloire et non pas pour l'argent. Il se trouve que les pros eux-mêmes disent que c'est pour eux vraiment le moment phare de leur calendrier,
ils montrent par là même que leur besoin de gagner et leur envie de gagner et de représenter aussi leur pays est supérieur en fait à l'attrait simplement de l'argent. Le fait que l'organisateur cette fois, lui, se rémunère et largement, fait que nous allons avoir, entre guillemets, une recrudescence des plaintes des joueurs, et cette fois-ci, ils auront des arguments très légitimes à mettre en face pour dire « nous, nous jouons, mais si vous nous payez ». L'affaire de la casquette l'an dernier de Patrick Cantlay, en fait, est loin d'être terminée. Cantlay avait justement fait remarquer, il avait refusé de porter la casquette pour faire remarquer que les joueurs n'étaient pas payés et qu'ils n'avaient donc pas, je dirais, non plus sponsorisé même l'événement lui-même. C'était une position un petit peu extrême et qu'il a évidemment regretté en partie en tout cas par la suite. Mais aujourd'hui, je pense que dans les équipes, des deux équipes qui vont s'affronter, eh bien, des Patrick Cantlay, on va en compter à l'appel. Car il n'est absolument pas normal que l'organisation du tournoi gagne des millions et que ces millions-là soient justifiés par le fait que des spectateurs veuillent assister à des matchs entre des joueurs qu'ils suivent et qui sont le motif de leur venue sur place. C'est une question donc qui est posée. La Ryder Cup va-t-elle perdre son âme parce que les joueurs finiront par être rémunérés et le seront-ils si les organisateurs ne font pas demi-tour quant à des bénéfices qu'ils feront sur le prix des billets? La question reste posée. L'actualité récente nous a informé d'un point qui selon moi est très choquant et qui mérite vraiment effectivement qu'on y ait consacré plusieurs articles. Il s'agit d'une compétition qui est nommée le $1 Million Round. C'est une compétition qui existe aux États-Unis, qui se déroule sur 21 jours et qui permet à des amateurs uniquement, c'est-à-dire que les professionnels n'ont pas le droit de participer à cette épreuve, d'enchaîner donc pendant ces 21 jours des tours de match-play jusqu'à définir 4 finalistes, sachant que le finaliste qui va gagner touchera $1 million, et puis ensuite nous aurons, je dirais, des tarifs dégressifs, des prix donc dégressifs, à savoir 350 000, 180 000 et 150 000, je crois, dollars. Ce tournoi qui est propulsé par Guy de Havilland, un Américain je suppose, est une aberration à tous les points de vue, véritablement. Ce type d'opération qui, selon lui, a pour but de faire participer tout le monde à la grande messe golfique, y compris les rémunérations, va complètement à l'encontre du statut amateur, qui est pourtant la clé de voûte de la pratique du golf. Comme vous le savez, ce statut interdit aux joueurs de gagner une rémunération quelconque, ou en tout cas des lots, même qui sont en fait plafonnés, je crois, à 250 € de valeur, lorsqu'on est un joueur amateur. C'est fondamental. C'est fondamental parce qu'en fait l'amateur ne joue pas pour l'argent, il n'en fait pas un métier, il joue parce qu'il aime. Aime, c'est une des racines du mot amateur, c'est la racine principale du mot amateur. Donc il aime le jeu, il veut progresser dans ce jeu-là parce qu'il y trouve des valeurs qui lui correspondent en fait, et il trouve un mode d'expression qui lui corresponde. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ou en tout cas ce que Guy de Havilland veut faire avec ce $1 Million Round, eh bien, c'est de casser cette barrière, et c'est de créer une assimilation totale entre amateurs et professionnels, qui ferait que, à l'arrivée, des joueurs, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur niveau, puissent, dans des systèmes de qualification qui deviendraient délirants et d'une longueur intenable, permettre de définir un champion qui, de toute façon, à l'arrivée, sera, et ça je vous le garantis, sera toujours dans le, je dirais, dans le pool des professionnels actuels, notamment si cette épreuve se déroulait demain. C'est une aberration car là, réellement, on fait, je dirais, coïncider, ou en tout cas on appaire deux valeurs qui sont totalement opposées. L'argent et le plaisir de pratiquer un sport n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Il est incompréhensible que l'USGA
n'ait pas réagi à cette compétition-là. C'est une aberration et elle aurait dû l'interdire dès le début, sous peine de faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire de prendre tous les joueurs qui ont empoché de l'argent, oui, de les faire renoncer à leur statut amateur, de façon à ce qu'ils soient obligés, si vraiment ils y tiennent, eh bien, à se confronter aux professionnels pour gagner leur vie. Ou en tout cas pour jouer des compétitions, ça reviendra au même. Et bien, ils n'y arriveraient pas. Donc c'est une aberration, et aujourd'hui, ce que De Havilland dit, c'est que, eh bien, il espère, et il projette, de faire que ce type d'événement se produise bientôt en Asie, mais également en Europe. Nous pouvons espérer que si c'est le cas, un jour, le Royal et Ancien de St Andrews saura monter au créneau pour dire que nous ne voulons pas de ça chez nous. Car c'est un délitement du jeu qui nous est proposé, c'est une perte de valeur pour un spectacle qui, à l'arrivée, de toute façon, sera nettement inférieur à ce que vous voyez toutes les semaines sur votre télévision ou sur votre ordinateur. Dans notre prochain épisode de Backspin, nous évoquerons une nouvelle législation européenne qui va nous toucher dans les années à venir, qui concerne notamment les gazons synthétiques et qui risque de mettre à mal non seulement la partie de la profession qui est spécialisée dans la création et la vente de ces gazons, mais également l'avenir du jeu en soi et dans un terme qui ne sera pas si long que ça. Un article et surtout une interprétation de l'article que je vous propose donc bientôt dans le prochain épisode de Backspin. Bon golf à vous!